Donc, merci beaucoup pour nous avoir emmenés dans cet espace de paix intérieure avec tes jolis mots. Donc, on parle de prendre soin de soi émotionnellement et j'aimerais commencer par un incident que auquel nous avons assisté hier ensemble, qui d'une façon illustre ce que nous vivons tous dans nos vies. C'est lorsque quelque chose vient dans votre vie que vous n'avez pas vu venir et que ça vient de l'extérieur de votre champ de vision et soudainement cela vous heurte et ça vous saute dessus et que vous devez le gérer. Donc hier, on voyageait avec Jayanti dans une voiture et on a fait cette expérience. Tu veux nous raconter ce qui s'est passé, Jayanti Ben, et comment tu t'es ressentie à ce moment-là? Donc on était très bien, on discutait tranquillement dans la voiture. Et d'un seul coup, il y a eu un moment de calme. Et donc j'étais en train de lire quelque chose. Et soudainement, j'entends un énorme bruit, un impact. Et je vois que le pare-brise, j'étais assise devant, j'étais assise au siège du passager, et je vois le pare-brise qui éclate en morceaux. C'était comme si un cheval était arrivé au galop. C'est pas quelque chose que j'aurais jamais vu dans une situation normale. Donc le conducteur calmement a arrêté la voiture. Et en fait, le cheval est parti. Il y a vraiment un cheval qui est rentré dans la voiture. Et donc, il y a une autre voiture qui est arrivée. Et en fait, apparemment, il y avait une école de conduite pas très loin de là. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que le cheval lui-même n'était pas dans un bon état mental. On parle d'état mental, mais c'était le cas. Donc l'histoire, c'est que il avait été frappé il était battu par son propriétaire, et du coup, il avait pété les plombs, le cheval. Et donc, il était complètement paniqué, perturbé, et donc il y avait son nouveau propriétaire qui le recherchait, et la propriétaire était en train de conduire pour essayer de rattraper le cheval qui s'était enfui en courant. Et en fait, il s'était mis devant la voiture, et donc il s'est retrouvé devant notre voiture, et c'est comme ça et ça paraît bizarre, mais c'est ça. Quelque chose d'absolument inattendu qui nous est sauté dessus. Et nous tous dans la voiture, nous sommes des méditants, donc je ne crois pas qu'on a paniqué. Mais la petite fille qui était en fait le propriétaire du cheval a vraiment paniqué. Elle a vite... En fait, ce cheval s'était échappé d'un manège avec une petite fille sur son dos et il a pété les plombs et il est parti sur la route. Et c'était intéressant parce que chacun d'entre nous était absolument calme, chacun faisait ce qu'il avait à faire. Je n'ai rien eu à faire, juste à envoyer simplement des bons souhaits et beaucoup d'amour pour cette situation, ce cheval et cette petite fille. Finalement, le cheval a été ramené à l'école de manège, à l'école d'équitation. Personne d'entre nous n'a été blessé. Je suis sortie facilement de la voiture malgré le bris de glace. Ça a pris un moment, mais il a vraiment fallu que nous restions très calmes et très stables pour aider la petite à se calmer, mais aussi à comprendre tout ce qui s'était passé. C'est incroyable que ce cheval soit tombé sur cette voiture qui contenait des yogis. On ne sait jamais ce qui va se passer au moment suivant dans notre vie. Et donc, on a vu que bien sûr la voiture le pare-brise était brisé, mais le conducteur aussi était un méditant et donc il est resté très calme. On a réussi à rejoindre notre endroit où on logeait. Et le lendemain matin, on s'est levé très tôt pour notre méditation, pour notre classe du matin. Et on a entendu que le cheval allait bien, qu'il était en bonne santé, qu'il a été lui-même emmené à l'hôpital vétérinaire. Et la petite fille aussi, je ne sais pas si c'est le cheval ou la petite fille qui a eu une blessure au front.
Enfin, donc on a eu des bonnes nouvelles que tout le monde allait bien. Donc ça, c'est juste un exemple que dans chaque situation, si je reste calme, les autres aussi autour de moi peuvent rester calmes. Et si peut-être notre énergie collective a fait en sorte que tout puisse rester calme, que tout soit résolu de la manière dont cela devait l'être, avec beaucoup de paix. Et la chose la plus surprenante, c'est que maintenant, c'est le coordinateur du centre de Raja Yoga. Il y avait aussi des policiers dans la rue et la policière a été cognée par le cheval. Enfin, il lui est rentré dedans. En fait, le cheval aussi était traumatisé. Il était dans le traumatisme. La policière est tombée, mais elle avait mal, mais elle n'avait pas eu beaucoup de douleur. Ça allait. Mais elle était très intéressée de savoir c'était quoi ces méditants qu'elle rencontrait. Et du coup, elle s'est beaucoup renseignée parce qu'elle a vu qu'on était resté calme et elle n'avait pas l'habitude de voir des gens rester calmes dans de telles situations. Donc, on a pu lui parler et lui raconter ce que nous faisions. Et donc, si je vous raconte ça, c'est pour dire que les incidents ne sont pas seulement en Israël ou en Ukraine, mais des incidents peuvent nous arriver sur nous, juste là où on vit, devant nous, dans notre voisinage. Et c'est là que nos ressources intérieures peuvent être sollicitées à tout moment. Et à ce moment-là, la chose la plus importante, c'est d'essayer de faire l'exercice, c'est-à-dire l'exercice que je vous ai proposé de partager tout à l'heure, revenir à l'intérieur, au centre du front, à la conscience de l'être intérieur et faire en sorte que chacun d'entre nous ressente qu'il est une lumière étincelante, irradiante et qu'il puisse irradier l'amour, la vérité, la paix. Et donc c'est pas une question de chanter un mantra, mais au moins de se retirer dans un espace sacré et faire l'expérience de l'être intérieur. Et si je peux faire cela et je peux partager ce concept, je pense que le monde serait un monde nettement différent. Merci beaucoup, Sister Jayanti. Ce que tu n'as pas dit, c'est que le cheval était vraiment arrivé juste devant toi dans la voiture. Et toi, à quel point tu es resté calme dans la voiture après cet incident. Mais bien sûr, les gens traversent toutes sortes de choses à chaque instant, comme nous l'avons dit précédemment. Nous avons entendu parler de tout ce qui est de mort, de maladie, de mort soudaine, de souffrance, de peine dans le monde actuellement. Et bien sûr, les réponses des gens sont différentes, les réactions des gens sont différentes. Certains vont dans la peur, certains vont dans la colère, certains vont dans la protestation, certains vont dans la dépression, certains lâchent tout. Alors, comment est-ce que l'on pourrait regarder de plus près notre état émotionnel quand on est justement face à face avec un événement qui est très difficile et qui est urgent? Comment est-ce qu'on peut faire face et modérer ce genre d'instant dans l'urgence? Avec tout ce que l'on fait dans le monde, nous savons que nous devons d'abord comprendre quelque chose, ensuite le pratiquer, le répéter, s'entraîner, et c'est seulement après que l'on peut l'utiliser de la meilleure façon possible. Il n'y a rien qui arrive juste par hasard comme ça. En termes de réponse émotionnelle, c'est la même chose. Et donc, on doit s'entraîner, on doit se former, on doit répéter. Donc, mes propres pensées, c'est ça qui crée mes pensées, mes sentiments, et mes émotions. Ce sont mes propres pensées qui l'éclairent. Et donc, s'il existe une formation, un entraînement qui me permet de faire que mes pensées vont dans la direction dans laquelle je souhaite qu'elles aillent, et donc ne pas me laisser submerger par les événements, en fait, il peut y avoir deux personnes au même endroit, vivant la même situation. L'une répondra d'une certaine façon et une autre personne répondra totalement différemment. Et ce n'est pas le stimulus extérieur qui a changé. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui a été réveillé, qui a été activé.
Et donc je pense que si nous pouvons prendre un peu de temps pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et faire quelque chose, de faire un checking au bout de la journée et me dire, est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment aujourd'hui? Peut-être probablement dans cet moment, le soir, quand je me détends, qu'il y a un moment calme, si je peux repasser en revue ma journée, est-ce qu'il y a une façon alternative de vivre l'événement autre que la manière dont je l'ai vécu, dont je l'ai traité, dont je l'ai géré, avec plus d'amour, plus de compassion? Est-ce que c'est possible? Et c'est ce passage en revue qui va me permettre de retourner sur mon voyage intérieur et reconnaître que j'ai besoin de faire quelque chose concernant mon propre niveau de conscience, parce que la santé mentale ne commence pas parce qu'il y a une crise à l'extérieur et le fait de trouver un médicament pour cela. Mais cela pourrait être stoppé beaucoup plus tôt. Donc, Madame a parlé de quelque chose de très joliment du fait de prendre soin de soi, de prendre soin du bien-être mental aussi. Ma propre conscience intérieure pourra m'aider à créer ce niveau puissant dans lequel je sais que quoi qu'il arrive, ma propre réponse viendra d'un endroit, d'un espace de bonté et non pas d'un espace de colère, d'ego, d'avidité, d'attachement. Ça, ce sont des réactions normales aujourd'hui parce que le niveau d'énergie du monde ne cesse de descendre, il est en plein déclin. Et aujourd'hui, nous pouvons voir beaucoup de choses vraiment beaucoup de forces négatives à l'œuvre. Et donc, il est possible pour moi de ne pas être influencé par toute cette négativité et faire partie des énergies ascendantes, de celles qui croient dans les valeurs, dans le désir de retour aux valeurs, qui sont des valeurs intrinsèques et qui sont des valeurs humaines profondes. Regarder les choses d'une manière holistique, dans une perspective holistique et non pas dans un étroit tunnel de matérialisme et de consumérisme. Si je peux commencer à regarder ces choses, donc ces pratiques notamment de prendre soin de soi, c'est-à-dire notamment commencer à regarder à l'intérieur de soi. Et quand on fait ce chemin intérieur, on réalise qu'il est possible de prendre en main, de prendre en charge son propre esprit. Nous pratiquons le Raja Yoga. C'est un terme qui est magnifique. Parce que yoga, ça veut dire la connexion, l'union. C'est-à-dire la connectivité, en fait. Réunion, communication. Donc, le yoga, c'est au cœur de beaucoup de choses. Mais aussi, il y a le mot Raja, qui veut dire le king, le leader, le roi, le suprême. Et un Raj Yogi, c'est quelqu'un qui pratique la méditation dans lequel l'âme, l'être intérieur, se connecte au divin pour être capable de prendre de cet être de la force pour construire nos propres ressources intérieures. C'est comme si on testait un fil électrique, c'est quelque chose que vous avez certainement fait dans les cours de physique. Donc c'est quoi qui fait que ce fil, qui fait qu'il y a de l'énergie qui peut circuler? Donc il y a une force qui permet à l'énergie de circuler. Donc soit on enlève le poids qui empêche la force de circuler, soit on renforce l'énergie qui circule dans ce câble. Donc peut-être qu'on pourrait réunir le monde, on peut, mais peut-être pas peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais en tout cas, je pense que collaborativement, collectivement, nous sommes ceux qui avons créé cette situation et nous sommes aussi ceux qui pouvons transformer la situation. Bien sûr, avec de l'aide qui vient de l'au-delà, mais je pense vraiment que c'est possible. Et je pense qu'on peut le faire déjà rien que pour soi-même. Est-ce que je peux me renforcer? Est-ce que je peux renforcer ma propre capacité intérieure?
tout comme vous pouvez construire des capacités, des compétences dans toutes sortes de secteurs de compétences, mais on peut aussi construire la compétence donc en passant par exemple quelques instants chaque jour, même un tout petit peu, à pratiquer la conscience de qui je suis vraiment et me connecter avec l'être intérieur, puis à celui qui est au-dessus, et je peux remplir mon réservoir de paix, de tolérance, de compassion, de vérité. Et quand cela arrive à un point, quand ça arrive à un point où on essaye de me challenger, je suis capable de faire face. Je pense qu'il y a 20 ans, 30 ans, j'avais peut-être vécu des choses compliquées à traverser, mais aujourd'hui c'est marrant ce qui se passe, tout ce qui arrive à moi, je ne veux qu'espérer que ma réponse sera la compassion, que ma réponse, je saurai faire face grâce à la compassion. Et donc il faut construire et remplir ce réservoir intérieur. Donc notre niveau de stress individuel. Nous avons rencontré un journaliste ce matin pour une interview et elle a fait un commentaire intéressant. Elle a dit que c'était très douloureux d'être sur Terre actuellement. Et je pense que c'est un sentiment que beaucoup de gens pourront reconnaître quand on fait face à un niveau de peine et de douleur comme il y a actuellement dans le monde. Comment est-ce qu'on commence à pouvoir le gérer? On n'a pas envie de le normaliser, on n'a pas envie de s'en détourner et faire semblant que ça n'existe pas. Et pourtant, en faisant face à ça, jour après jour, il semblerait que parfois c'est plus que nous pouvons faire face. Parfois, on n'y arrive pas, c'est trop. Qu'en penses-tu? Cela commence par moi, ça c'est certain. Et ce que je peux faire, c'est que je peux commencer ce chemin d'aller vers l'intérieur. Parfois, on utilise le mot détachement, mais on ne comprend pas vraiment ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire de se détacher des autres. Cela ne veut pas dire de se détacher de l'état du monde, mais plutôt être capable de se détacher de mon identité physique qui est basée sur tellement de facteurs temporaires. Normalement, on penserait à soi en tant que mon âge, mon genre, ma nationalité, ma couleur, mes propriétés, mes possessions, ma position sociale. Tout ça nous définit. Mais ce n'est pas ma vraie identité. Ma véritable identité, c'est vraiment cet être intérieur qui pense, qui ressent, qui comprend et se souvient et a une conscience et qui aussi a une personnalité. Ça, c'est l'être que je suis, l'être intérieur. Et si je suis piégée par mon identité extérieure, qui est en fait la matière finalement, les gens sont devenus hautement matérialistes et consuméristes. Ça concerne absolument tout. Est-ce que moi je suis capable de revenir à mon niveau originel, immatériel, et de me détacher de tout ce qui concerne l'apparence physique, la matérialité, l'identité physique, et dans cette conscience d'être le vrai être que je suis, être capable de me voir, être capable de voir les autres d'une autre perspective. Et dans cette perspective, oui, je sais que mes propres sentiments peuvent atteindre les autres et je peux développer l'amour et la compassion, alors je peux aider ceux qui traversent la peine. Si moi-même je n'ai pas cette capacité, comment puis-je aider quiconque? Mais si je me laisse influencer au point d'être par exemple en larmes, est-ce que je vais être capable d'aider quelqu'un d'autre? Alors que si je peux faire en sorte que mon propre calme puisse les baigner, que mes propres vibrations, par mon attitude, je peux les soutenir. Et Margaret Mills a dit il y a longtemps,
Quand il y a eu des changements positifs dans le monde, cela ne s'est jamais passé par la majorité, c'est toujours passé par quelques personnes engagées qui ont cherché à faire une différence, et c'est d'un tout petit groupe de personnes qu'est venu d'énormes changements, que sont venus d'énormes changements. Si vous voyez l'histoire du monde, que ce soit l'histoire récente ou plus ancienne, vous verrez que tous changements positifs sont arrivés par des groupes minuscules. Donc aujourd'hui, quand je regarde la peine dans le monde, je sais qu'il y a des assemblées puissantes, petites assemblées, qui peuvent faire des grandes différences. Parce que ce que je fais aura un impact sur ma famille, mon cercle d'amis, ma communauté, mon entourage, mon pays. Et au fur et à mesure, par les réseaux, par la magie du réseau, ça fera une différence dans le monde. Et donc je suis très heureuse que nous puissions célébrer cette journée du yoga, et particulièrement en ce qui concerne ce thème de la santé mentale, parce que je pense que nous tous, nous pouvons faire une grande différence. Mais si nous nous rassemblons, je suis sûre que après une période d'obscurité vient toujours une période de lumière. L'obscurité ne peut durer pour toujours. Quand il y a de la peine et de la souffrance, ça doit s'arrêter, et je suis sûre qu'un monde meilleur peut arriver. Et je pense que cette vision d'espoir, nous devons la porter. Et même si on n'a pas la certitude pour le moment, il faut que nous commencions par un espoir de jours meilleurs à venir. Et je suis sûre que ce monde peut arriver et qu'on peut en être porteur, qu'on peut en être les instruments. Donc ce que je comprends, c'est que nous vivons dans une période de transition où on peut être les témoins de beaucoup de souffrances, mais que d'après toi, tu penses que le monde va s'éveiller et changer. Et je pense que les gens qui sont dans cette pièce, dans cette salle, se sentent attirés pour agir. Et je me demande si tu peux nous dire à quel point est-ce que l'on est appelé à sentir que l'on peut faire un pas en avant et s'engager ou se battre ou combattre, ou être s'activer, agir, être activiste. Mais est-ce que quand on fait ça, on ne frise pas parfois le burn-out? Est-ce qu'on ne donne pas trop de soi? Et comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre le fait de ce don de soi et puis aussi avoir envie de se protéger et en même temps participer à l'action? Il y a un mot que j'aimerais changer. Ce n'est pas finalement on va y arriver. Maintenant, c'est maintenant qu'il y a un tournant. Je ne pensais pas qu'il y a 10 ans, une telle assemblée pourrait être possible, notamment aux Nations Unies, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment une dimension spirituelle dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Et je pense que ce point critique, la masse critique, est un point de tournant. Et je pense que ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Je pense que nous l'avons, c'est dans notre capacité de faire une différence, et il reste peu de temps. Il y aura une différence dans un très court laps de temps. Une autre chose que j'aimerais répondre par rapport à ta question, est-ce que je peux me battre pour la paix? Ça non plus, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça fonctionne pas de se battre pour la paix. Mais ce que je peux faire, c'est faire en sorte que le pouvoir de la paix augmente pour qu'il devienne un tel pouvoir qu'il puisse contrebalancer les autres forces. La paix n'est pas passive, elle est active, c'est une énergie qui nous fait avancer. Et quand il y a eu beaucoup de grèves, de manifestations, et c'était aussi pour des causes comme celle-ci. Aujourd'hui, si nous décidons que je vais rester paisible, quoi qu'il arrive, moi, à mon niveau individuel, même si mon enfant est capricieux et me tire pour attirer mon attention, dans quelle mesure est-ce que je reste paisible? Ça, c'est un test de paix. Si un collègue au boulot me met à bout ou qu'il m'interrompt en réunion, est-ce que je peux rester paisible et arriver à manager cette situation, à gérer cette situation avec calme, avec tolérance, avec équanimité? Donc on fait face à des challenges tous les jours au quotidien, de différentes petites ou grandes façons.
Et donc, ce qui est important, c'est quelle va être ma réponse, ma réaction si quelqu'un est en colère contre moi, par exemple. Donc, des petites choses comme ça nous montrent le niveau de tolérance que nous avons. Et donc, comment je peux augmenter ma propre capacité de paix, mon propre pouvoir de paix. Et ça, je suis sûre qu'on en est tous capables. C'est pas juste quelque chose qu'on attend qui arrive comme ça en s'asseyant tranquillement. Ce qui se passe, c'est que quand on est motivé pour apporter une transformation intérieure, il y a une énergie énorme qui est à l'œuvre. Par exemple, on a différents hôpitaux en Inde, nous, les Raja Yogi, les Brahma Kumari, et on a aussi un projet qui s'appelle India One, qui est le premier site solaire en Inde, le numéro 1. Et donc, c'est une station thermale d'énergie solaire qui permet de remplacer l'électricité pour toute une petite ville. Donc, ça, ce sont des exemples sur lesquels nous travaillons tous. Donc, pas simplement pour l'agriculture organique, l'agriculture bio, mais nous travaillons aussi pour une agriculture yogi, c'est-à-dire méditer pour que les cultures reçoivent des bonnes vibrations. Donc, nous avons cette conscience spirituelle à l'intérieur de nous. Et si chacun l'a, ça fait une grosse différence. Et tout ce que nous faisons est totalement gratuit, ce qui n'est pas tellement habituel dans le monde. Mais c'est parce que nous croyons que si le soleil vient d'en haut, il est gratuit pour tout le monde. Eh bien, pour nous, la connaissance spirituelle, elle doit être absolument gratuite et à disposition de tous, absolument gratuitement. Et donc, toutes nos recherches et développements que nous faisons, donc il y a des gens qui sont allés voir d'autres organisations et nous ont demandé comment nous faisions. Et donc, tout ce que nous faisons, c'est sans facturer quoi que ce soit, sans faire payer quoi que ce soit. Donc, c'est possible de façon concrète. Mais c'est quoi ma motivation? Est-ce que ma motivation, c'est de servir, d'aider les autres à s'élever? Mais cela commence par la conscience intérieure. Et ce n'est pas motivé par rien de égoïste ou de personnel. Donc, la première chose à se poser, est-ce que je fais cela pour satisfaire mon ego ou est-ce que je fais quelque chose, c'est ça pour quelqu'un d'autre ou est-ce que je le fais simplement par amour? C'est la première question. J'étais très inspirée. Donc, il y a le langage du soin émotionnel que l'on se donne, le soin émotionnel, le langage du soin émotionnel. Donc, tu es à la tête d'une organisation qui est mondiale, énorme, et tu parles de prendre soin de toi. Je me demande dans quelle mesure il y a un changement qui a lieu parce que les leaders, les politiciens, ils ne parlent pas de ce langage du prendre soin émotionnel. Et pourtant, il y a de la force dans cela et le monde a besoin de cela. Est-ce que nous avons le moindre espoir de voir un changement à ce niveau-là parmi nos leaders, nos politiciens? Donc, nous prenons soin de nous, mais est-ce qu'on peut prendre soin de la planète à ce niveau-là? Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Islande il y a quelques jours. Nous avons un programme qui s'appelle l'Esprit de l'Humanité, qui rassemble des leaders de différentes professions. Et je vois l'un de nos participants qui est là. Donc, heureuse de te voir. Donc, on était en Islande. Et le président de l'Islande m'avait dit, elle l'a dit en public, donc je suis sûre que ça ne la dérangera pas que je vous le répète. Elle a dit que toutes les crises que nous voyons qui se passent à l'extérieur sont le résultat de ce que les êtres humains ont fait. C'est ce que nous sommes faits à nous-mêmes et ce que nous avons fait à la planète.
Donc, qui va s'en prendre soin? Qui va le régler? C'est nous qui l'avons créé, donc c'est nous qui devons trouver les solutions. Mais ce que nous essayons de faire, c'est nous essayons de trouver des solutions à l'extérieur. Mais je pense que la réponse est à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur. Nous devons apprendre à aller à l'intérieur pour trouver ces solutions. Il y a 2 ans, la femme qui était à cette époque-là la première ministre de l'Islande, et elle avait partagé du fond du cœur différentes expériences, mais lorsqu'elle était première ministre, toujours en Islande, elle avait parlé de comment elle avait reconnu le besoin de silence et comment ce pouvoir du silence est très nécessaire pour tout leader politique. Donc je me demande à quel point il y a beaucoup d'hommes politiques qui seraient capables de faire ce genre d'assertion. Donc vous pourriez voir cela sur le site de Spirit of Humanity, Esprit de l'Humanité, un événement qui a lieu en Islande. Il y a très peu d'hommes politiques qui pourraient en dire autant. Pour moi, c'est une indication que nous sommes tous sur cette même longueur d'onde et que nous sont tous dans la même direction. Et j'espère que de plus en plus d'hommes politiques pourront avancer dans cette direction et en tout cas faire un pas dans cette direction. Donc le silence, c'est qu'effectivement un message qui passe très fortement. Et je pense que ça a l'air d'être le secret de ton calme intérieur, n'est-ce pas? Donc maintenant, j'aimerais t'inviter à nous partager qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans des moments de réflexion intérieure. Et si tu peux nous donner quelques petites astuces, quelques petits trucs pour que nous puissions nous aussi entrer davantage dans nos moments de sagesse, de calme intérieur, des choses que nous pourrions pratiquer au quotidien. Ça serait vraiment super de faire cette expérience tous ensemble. Donc, on pourrait en faire l'expérience dans les mots comme dans la pratique. Oui, merci bien sûr. Et d'abord, merci à tous pour votre attention. Tout comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc simplement asseyez-vous confortablement, que votre corps est relâché. Les 2 pieds posés par terre si vous le souhaitez pour être bien équilibré. Que votre corps se détende. Et concentrez-vous, concentrez vos pensées sur l'être intérieur. L'être de lumière. Et dans cette conscience de l'esprit, de l'être intérieur, ressentez l'énergie qui irradie au centre de mon front. Je me connecte avec l'être de lumière que je suis. Je me connecte avec la paix qui est à l'intérieur. La paix, je ressens du confort, le confort de cette paix. Je ressens que cette paix est naturelle. La paix est ce que je suis. Je suis la paix. Je deviens paisible et je peux ressentir la présence de la source, l'être de lumière, le suprême, le divin, la source de paix, d'amour, de vérité. Et comme mes pensées se connectent au divin,
Les rayons de paix et de lumière atteignent l'âme et l'amour qui est à l'intérieur émerge en connexion avec mes valeurs intérieures profondes, connecté avec le divin. J'absorbe toutes les qualités qui émanent de lui, je les absorbe en moi, afin que réellement la création puisse refléter les qualités du Créateur, afin que la création puisse refléter les qualités du Créateur. Ce sont les qualités qui font partie de l'être que je suis. Elles sont là intrinsèques en toute âme. Et dans cette connexion avec le divin, elles ressortent, elles grandissent. La lumière qui émane du divin m'atteint non seulement moi, mais toute la famille humaine en entier. La lumière atteint le royaume intérieur, atteint le monde entier, et pour que chacun se sente en sécurité. La lumière atteint tous les éléments de la nature elle-même, au point que la nature puisse retourner dans un niveau d'harmonie, dans un état d'harmonie. La lumière englobe la planète tout entière et tout ce qu'elle contient d'êtres et d'éléments. Je maintiens cette vision d'un monde de lumière, d'un monde de paix, de justice, de vérité. Et je résous et je décide, de me souvenir le plus souvent possible, en tout cas chaque jour, de ce monde d'harmonie, afin que tous ensemble, nous soyons capables de faire en sorte qu'il advienne, avec confiance. Oui, c'est la façon dont l'humanité peut être et sera emplie du pouvoir et de la lumière qui vient d'en haut. Tous ensemble, cela peut devenir une réalité. Om Shanti. Merci. Merci beaucoup, Sister Jayanti. J'ai l'impression que cette pratique peut vraiment aider à se sentir soutenu. Et cela, si on peut se retrouver dans cet état au moment des bouleversements, ça peut ramener le calme. Alors c'est le moment pour vous de donner vos questions-réponses si vous le souhaitez.
quelque chose qui, si vous avez des commentaires ou des questions, nous serions heureux de les entendre et bien sûr, tous les invités pourront y répondre. Donc, c'est un moment pour vous sentir comme un délégataire, je ne sais pas comment on dit, comme une personne des Nations Unies, puisqu'il vous suffit d'appuyer sur le bouton face à vous pour pouvoir parler. C'est votre grand moment où vous êtes aux Nations Unies et vous pouvez parler. À vous de jouer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé du monde et nous faisons tous bien sûr partie de ce monde. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour trouver la paix à l'intérieur de nous, pour pouvoir contribuer au monde, à la paix du monde? Est-ce qu'une petite action que tu nous conseilles de faire pour contribuer à titre individuel à la globalité? Merci. Merci. Donc c'est là que c'est très important de prendre du temps pour le soi, c'est-à-dire le prendre soin de soi. Si je prends du temps pour le soi, cela peut faire de moi une personne plus utile, une meilleure personne pour contribuer aux gens autour de moi. Donc je suggérerais également de le faire. La première chose que tu fais le matin, c'est se lever et prendre ce petit temps pour soi, un temps pour le soleil, le silence, pour la connexion avec le divin, avec le soi, parce que dans la journée, on n'aura pas le temps, donc je vous conseille vraiment de le faire. Deuxièmement, ce que vous propose de faire aussi, c'est que quel que soit votre background religieux ou culturel, tout ce qui peut vous aider est important parce que vous devez nourrir votre esprit avec des pensées qui sont nourrissantes. Tout au long de la journée, le message va être noyé dans toutes les informations de la journée. Donc, si vous pouvez commencer la journée par une nourriture spirituelle en plus d'un moment d'introversion, de calme et de silence, cela va vous préparer pour être une personne qui écoutera davantage, une personne qui sera plus disponible, capable d'aider, de supporter les autres, avec respect, avec tolérance. Et peut-être que cela va m'apprendre aussi à avoir du respect pour le soi, être plus stable dans mon respect de soi, pour que je sois aussi plus respectueux envers les autres. Je pense que le respect est une qualité qui était très répandue, mais que désormais, c'est moins présent. Si on peut avoir du respect pour le soi et aussi du temps pour le soi et aussi pour te connecter à tes propres valeurs, ça c'est très important. Donc comme elle a dit, le matin, avant de commencer la journée, parce que la journée, on n'a plus la possibilité. Je vais prendre 2-3 questions à la fois et je vais lui demander à Jayanti Ben d'y répondre globalement. Ma question est courte. Alors, j'ai pas entendu. Est-ce que c'est une faiblesse ou une force? Mais j'ai pas entendu le mot qu'il a dit. Il y avait une autre question. Donc, merci. Dans le monde actuel, où il y a beaucoup de... Comment on peut devenir plus résilient dans ce monde où il y a beaucoup de burn-out? Donc, ça tourne un peu autour des mêmes questions. Merci beaucoup pour cet après-midi. Ma question? C'est pas directement lié au soi. Comment est-ce qu'on pourrait faire passer ce genre de message aux plus jeunes générations qui traversent des défis très importants également? Donc il y a 3 questions très importantes. Donc s'occuper de soi émotionnellement, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Ça c'était la première question. Parce que du coup, on aurait admis qu'on ne fait pas face. À propos des burn-out dans le monde, il y en a beaucoup dans le monde
Comment éviter les burn-out et penser quand même que l'on fait une contribution valable au monde? Et comment peut-on faire passer ce message aux plus jeunes générations? Parce que eux aussi font face à des défis très importants et surtout des désillusions et perte du désenchantement, des illusions. Il y a aussi toute la technologie, etc., l'insécurité économique. Comment est-ce qu'on peut faire passer ce genre de message aux jeunes générations? Donc, 3 questions pour Jayanti Ben. Les émotions en elles-mêmes ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni négatives, ni positives. C'est ce que nous en faisons qui fait une différence. L'amour est une très bonne émotion, mais ça peut devenir un piège si ça devient de la possessivité ou de la jalousie, par exemple, ce qui arrive parfois. Donc avoir du respect du soi, c'est tellement proche de l'ego, donc ça peut très facilement basculer de l'autre côté. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un temps pour le soi, pour être conscient de ce qui se passe en moi, pour être capable de reconnaître quelles sont les valeurs, quelle est la valeur de l'émotion que je traverse. Est-ce qu'elle est pure, est-ce qu'elle est utile, ou est-ce qu'elle m'emmène dans un autre état d'esprit? La conscience de soi est extrêmement importante pour voir tout cela, le reconnaître. Donc se tourner vers l'intérieur et voir le soi, faire un checking personnel. On ne peut pas dire qu'une émotion soit bonne ou mauvaise, mais on peut reconnaître la qualité de ses pensées, la qualité de ses sentiments, la qualité de ses émotions et être sûr qu'elles restent positives et qu'elles nous élèvent. La résilience par rapport à faire face au burn-out, comment augmenter notre résilience. Si je me connecte à la source, ça fait que quand je donne, je ne me vide pas, parce que chaque âme humaine pourrait être limitée, mais je suis capable de remplir mon réservoir. Pour ça, il faut à tout prix que je puisse prendre de la force d'en haut. Donc Dadi Janki, qui était la responsable de notre organisation pendant des années, et peut-être certains d'entre vous la connaissent ou s'en souviennent, elle a continué à travailler et à servir le monde jusqu'à 104 ans. Elle a commencé quand elle était très jeune. Et donc, comment a-t-elle fait? Elle disait toujours, je suis très égoïste et je suis très radine. Mais je ne crois pas que c'était vrai. Ce qu'elle voulait dire, en fait, c'est, je ne veux pas donner de l'énergie qui viendrait de moi, je donne l'énergie qui vient de Dieu. Et je suis un canal pour la donner, pour qu'il y ait toujours une abondance et qu'il n'y ait pas jamais de manque et que je ne sois pas jamais en incapacité de ne pouvoir donner parce que moi-même j'aurais atteint un niveau de burn-out. Et avec les jeunes, pour répondre à la 3e question, est-ce que l'on pourrait leur apprendre par l'exemple? Je crois que c'est la meilleure façon. Est-ce que je peux modeler mon comportement de telle façon qu'ils puissent apprendre de cela? Parce que je sais que dans les familles, les valeurs n'ont pas été enseignées, elles ne peuvent pas être enseignées, mais elles peuvent être captées. Donc si on répond avec compassion, avec paix, et si on prend du temps pour la solitude, le silence, je pense qu'ils apprendront de cela et ils verront. Pour moi, c'est la meilleure façon de gérer de faire passer le message aux jeunes. Et je pense que les médias également regardent beaucoup le sujet de la spiritualité et de la méditation, et que les jeunes sont très branchés sur les médias sociaux et ce qu'en disent les médias sociaux. Et je pense que les médias et les médias sociaux peuvent contribuer à faire passer ce message. Mais je pense que l'exemple et ce que je suis est le meilleur des messages. Il nous reste du temps pour 2 questions. Merci pour ce beau travail sur le soi.
Quelle serait ta recommandation pour des leaders, par exemple des gens qui sont à la tête de grandes entreprises? Qu'est-ce que tu... Donc s'ils souffrent, leur famille aussi souffre, leurs employés aussi souffrent. Qu'est-ce que tu recommandes pour des leaders qui sont à la tête d'entreprises pour qu'ils puissent aider leur entourage? Bundle in with that one. Oh, we've got questions at the back. Yeah, please press your button. Hello. We've been trying, so everyone here is a community happy. Ma'am, thank you so much. Merci beaucoup. We all experience loneliness and grief. On expérience tous de la solitude, mais au sens du fait d'avoir un deuil pour avoir perdu quelqu'un de cher. Quel serait ton conseil pour ceux d'entre nous qui ne sont pas aussi détachés que tu as pu le décrire? Comment est-ce que l'on peut utiliser ces concepts très beaux que tu as décrits pour traverser la peine d'une perte, le deuil, par exemple? Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour ça? Donc ça, c'était une question de groupe qui regroupait plusieurs demandes à l'arrière. Donc, est-ce que tu as bien les deux questions? Donc, pour toucher les leaders, c'est-à-dire les dirigeants de grandes sociétés, c'est déjà le cas parce que il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui prennent du temps pour la méditation et qui en voient du bénéfice. Et du coup, ils créent des espaces pour leurs collaborateurs pour aussi prendre du temps pour la méditation. On a vu ça dans toutes les entreprises, donc dans le monde de l'entreprise. Mais je vois aussi cela dans le monde des leaders politiques. Je n'ai jamais rencontré autant de gens qui parlent de la même chose dans un monde en feu comme c'est le cas actuellement. Je connais quelqu'un qui a toujours gardé cette connexion avec nous et maintenant elle en parle, comment elle voit à quel point la méditation est un besoin. Et pourtant je la connaissais depuis 30 ans mais elle en parlait jamais avant, elle ne trouvait pas que c'était le cas. Et désormais elle trouve que c'est vraiment très important. Donc je pense que nos messages touchent désormais de plus en plus de leaders. Et donc, elle parle de du deuil apparemment. Si je vais dans le silence moi-même et celui qui m'est proche, qui m'est cher, si j'ai de la peine pour moi-même, parce que j'ai de la peine pour moi-même parce que la personne va me laisser. Mais est-ce que je peux retourner cela un petit peu en sachant que mes pensées et mes sentiments atteignent la personne qui est partie ou qui nous a quittés ou qui est mort? C'est un fait. Les âmes se connectent avec le pouvoir de la pensée. Si quelqu'un que vous aimez qui est de l'autre côté du monde et il peut capter que quelque chose va bien ou mal, et c'est valable dans la dimension physique, nos pensées et nos sentiments atteignent ce que nous aimons. Donc, au lieu de penser à moi en me disant « Oh, je vis une perte, j'ai du chagrin », plutôt, au contraire, les soutenir dans leur voyage vers leur nouvelle étape, hein, par exemple la mort. Et si je peux me connecter au divin et leur envoyer l'amour du divin, ça sera d'une très grande valeur et d'un très grand bénéfice pour eux, pour que eux puissent traverser leur transition de façon plus douce en étant aidés par vos pensées, pour que moi je devienne plus paisible grâce à cette connexion avec le divin, mais aussi je puisse les supporter eux par cet amour dans ce voyage. Mais c'est pas seulement au niveau individuel, ça peut être le cas aussi pour des événements mondiaux.
Nous, par exemple, quand il y a des problèmes dans le monde, on organise souvent des méditations pour servir cette partie du monde, pour qu'ils puissent ressentir la lumière et la paix. Donc la solitude, c'est encore un autre sujet, mais assurément, si je vois que quelqu'un n'est pas vraiment lui-même, est-ce que je peux faire un peu d'espace? Est-ce que je peux faire un petit peu d'espace et passer un petit peu de temps avec eux, en discutant un peu avec eux? Je n'ai pas besoin de trouver de solution à leurs problèmes, je n'ai pas besoin d'essayer de résoudre les choses, mais passer tout simplement un peu de temps avec eux, ça c'est important. Pour qu'ils ressentent qu'ils peuvent se tourner vers nous si je peux les inspirer, les nourrir avec mes pensées, les aider à faire la connexion avec celui qui est au-dessus. Et je pense que ce serait très, très aidant pour eux. Real pearls of wisdom there. And I wonder, Sister Genty, if we could just bring our time together to a close with just a few moments of what you just talked about, sending Donc, si peut-être que l'on pourra faire l'expérience de ce que tu viens de partager, Jayanti Ben, c'est-à-dire envoyer des pensées, des bonnes pensées à ceux qui ont perdu quelqu'un ou ceux qui sont dans la peine ou la souffrance, tout en maintenant nous-mêmes notre connexion avec l'être intérieur et avec le divin, pour ne pas se laisser complètement prendre toute son énergie, mais au contraire être simplement un canal. Donc, terminer le... Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier à tous ceux qui ont pu faire en sorte que cet événement ait lieu. Et merci beaucoup pour toutes vos questions aux personnes dans la salle. Donc maintenant, vous savez, vous avez pris l'habitude, donc assis confortablement, le corps relaxé, et venir dans la conscience de ce qui vous êtes vraiment, qui je suis vraiment, un être de lumière. Je me connecte à la source, le suprême, l'être de lumière. Cette lumière d'au-delà est partagée avec tous ceux qui en ont besoin, où qu'ils soient. Cette lumière d'amour guérit, nourrit, soutient et transforme de toutes les manières possibles et nécessaires. Et cette lumière d'amour atteint l'âme, et fait en sorte que mon propre amour grandisse, afin que je puisse pardonner, lâcher, abandonner, au point que mon cœur reste chaleureux, empli de compassion à tout instant. Et une lumière d'amour touche les cœurs humains, afin que eux aussi puissent se connecter avec la source. Merci. Om Shanti.